Merci, monsieur le Président. J'étais en train de vous présenter ce que le président d'Addis a eu à faire après, avant, pendant et après les événements du 28 septembre. J'étais en train de parler de ce qu'il a fait sur le plan judiciaire. J'étais à la fin pour indiquer tout simplement que l'on ne pouvait pas lui reprocher d'avoir pas agi, d'abord parce qu'il n'était pas procureur, mais malgré cela, sur le plan de la médiation, il avait eu la volonté de mettre en place 2 commissions. Une commission d'enquête nationale et une commission d'enquête internationale. J'étais en train de vous dire qu'il résultait des discussions passées entre le CNDD à l'époque des faits, le gouvernement et les partis politiques, sous la bienveillance naturellement du médiateur en chef, qui était le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, que l'un des éléments des conclusions de cette première médiation était justement de mettre en place ces 2 commissions, mais c'était surtout d'indiquer ou de dire, de suspendre toute arrestation, que ce soit dans le camp militaire ou que ce soit dans le camp civil, avant que la commission ne présente ses résultats. J'étais en train de vous dire, malheureusement, avant même que cette commission n'agisse, alors, le président d'Addis avait déjà fait l'objet d'une tentative d'assassinat, ce qui l'a éloigné du pays, ce qui ne pouvait donc pas lui permettre d'influencer les travaux de la commission au niveau national, puisque de toutes les façons, au niveau international, il ne pouvait même pas espérer. J'étais en train de vous dire, c'est donc de bonne foi qu'il avait fait, en plus de tout ce que j'avais déjà retracé, pour permettre justement que lumière soit faite dans cette affaire-là. C'est pour ça que je dis, les argumentations selon lesquelles il n'a posé aucun acte allant dans le sens d'une justice comme nous la connaissons aujourd'hui ne sont pas à considérer. Et l'exemple, c'est quoi? C'est qu'après lui, ceux qui sont venus pour assurer la transition, finir cette transition, alors même qu'eux-mêmes étaient déjà disposés contre lui, alors même qu'eux, ils étaient clairement en harmonie avec ce qui s'est passé quant à la planification, quant à l'organisation, quant à la coordination de ces massacres, eux, ils ne l'ont pas fait. Le général Sekouba Konaté ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait alors même qu'à ce moment-là, tous les éléments étaient encore là. Et parce que tous les éléments étaient encore là,
tout était frais, il était possible bien sûr de le faire. Si c'est vraiment le président Dadis qui faisait autant peur, il n'était plus là. Le deuxième élément, je disais, après le général Sekouba, le président Alpha Condé est arrivé pendant 11 ans, il n'a pas cherché à organiser ce procès. Ça veut dire quoi? Celui-là, le président Dadis, qui n'a eu qu'un mois, et en l'espace de ce mois-là, il a posé tous les actes que je venais de citer. Si nous comparons les deux, vous comprenez clairement que lui, il avait la volonté pour que lumière soit faite. Il avait la volonté parce que, en réalité, il savait ne pas être impliqué dans ça. Parce qu'en réalité, il savait que ce gouvernement n'était pas impliqué dans ça. Parce qu'également, il savait que, quelles que soient les enquêtes, on ne trouverait rien contre lui. Pour moi, ce sont des actes à saluer très clairement et à ne pas minimiser. Malheureusement, le parquet pense, les parties civiles pensent qu'il n'a pas fait assez. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, sur le plan de ces sanctions ou sur le plan disciplinaire, on a entendu dans cette salle que le président Dadis n'a pas sanctionné un seul militaire. Vous avez déjà vu le premier fondement lié aux accords qui interdisaient toute sanction tant que la commission n'a pas livré son rapport. Mais sur le plan disciplinaire, c'est tout l'enjeu de l'application des sanctions administratives ou conservatoires de la personne habilitée ainsi que de la procédure à suivre. Nous sommes, Monsieur le Président, avec un militaire au pouvoir. Nous sommes en train de parler des militaires à qui on a répercuté des consignes fermes du président de rester casernés, de ne pas sortir. Et nous sommes dans un cas d'indiscipline. Nous sommes dans des cas plutôt d'indiscipline et d'insubordination. Mais plusieurs questions méritent d'être posées, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. En présence du ministre de la Défense, le Président peut-il sanctionner directement un militaire et lui infliger une sanction disciplinaire? En présence du chef d'état-major général des armées, le président peut-il sanctionner directement un militaire et lui infliger une sanction disciplinaire? En présence des chefs d'état-major particuliers, le président peut-il sanctionner un militaire et lui infliger une sanction disciplinaire? En présence des commandants d'unité, le président peut-il directement sanctionner un militaire et lui infliger une sanction disciplinaire? Quel rôle doit jouer la hiérarchie militaire dans ce sens-là? Quel rôle cette hiérarchie militaire devrait pouvoir jouer pour permettre justement l'application de ces sanctions? La question est à la fois facile à répondre, mais elle est aussi difficile quand on tient compte du contexte. Et ce contexte-là, qui est celui que nous connaissons, Monsieur le Président. Alors, il faut déjà rappeler que les militaires peuvent faire l'objet d'une gamme de sanctions, et cette gamme de sanctions là doit provenir d'autorités clairement connues. Et ces sanctions-là, disciplinaires, sont soit fixées par le règlement de discipline générale, soit statutaires
parce que fixé par le statut général des militaires et le statut particulier du personnel militaire non officier, soit des sanctions professionnelles fixées par le statut des militaires, soit des sanctions pénales par le Code de la justice militaire ou le Code pénal de notre pays. Sur le dernier point, et c'est bien l'article 75 du Code militaire en ce qui concerne la discipline. Sur le dernier point, je n'en parle pas, c'est-à-dire sur le point lié aux sanctions pénales prévues par le Code de la justice militaire ou le Code pénal. C'est à la justice d'appliquer cela. C'est pour ça que de manière pédagogique, j'ai voulu que ce qu'il a fait sur le plan judiciaire vienne avant juste ce qui doit être fait sur le plan disciplinaire, puisque c'est là que l'on peut parler de sanctions. Donc, les sanctions pénales ne sont pas prises par le président, par le militaire, c'est à la justice de le faire. Mais avant d'aller avec les autres, il faut déjà considérer les types de sanctions pouvant être appliquées sur le militaire. Quand il s'agit d'un officier et d'un sous-officier, il y a un avertissement, une réprimande, une blâme, un arrêt simple, un arrêt de rigueur. Mais qui doit prendre de telles sanctions? Ce n'est pas le président du pays. Ce n'est pas le président du pays. C'est où le commandant d'unité, donc le militaire, ou c'est le commandant d'unité lorsque le militaire fautif relève, par exemple, de ce camp, de ce commandant, mais ce n'est pas le président. Ou c'est clairement le chef d'état-major particulier, quand ça va plus loin, ou c'est clairement le chef d'état-major, général des armées, ou c'est le ministre de la Défense. Pour les militaires de rang, il peut s'agir d'un avertissement, d'une consigne, d'une salle de police, d'une prison et régiment, de cellules. Ces sanctions ne peuvent pas non plus être appliquées par le président. À quel moment le président peut prendre une sanction? Le président ne peut se permettre de prendre une sanction contre un militaire que lorsque il y a eu une enquête au départ, lorsque des conclusions lui ont été présentées, lorsque toutes ces enquêtes-là ont été menées de la base au plus haut sommet et qu'on lui présente tout simplement un document. Mais en ce qui concerne une simple sanction, une mesure conservatoire, il appartient au ministre de la Défense de prendre. Ce n'est pas donc le président de prendre de telles sanctions. Déjà, il y a une entente entre les partis politiques, entre le CNDD, entre toutes les composantes de la société, sous la houlette du médiateur Blaise Compaoré, qui interdit à toutes les parties de prendre des sanctions tant qu'il n'y a pas de conclusions. Et ensuite, il y a que sur le plan purement militaire, chaque sanction doit être prise en fonction d'un niveau hiérarchique bien déterminé. Un président de la République peut peut-être être amené à revoquer ou à radier par décret. Nous le vivons tous les jours. Mais s'agissant des sanctions disciplinaires, des mesures conservatoires, il ne s'agit pas, ce n'est pas cela le travail du président. C'est pour ça qu'on ne peut pas imputer au président Dadis le défaut d'avoir pris une sanction. Quand bien même que s'il l'avait fait, il aurait tout simplement violé les règles les plus élémentaires. Monsieur le Président, en début de cette présentation, je vous ai dit que de manière pédagogique, j'allais commencer par les infractions dont la commission nécessite une abstention. Les infractions
dont la commission nécessite que le président n'a rien fait. Alors, je viens de finir avec l'abstention délictueuse et vous comprendrez qu'après cet exposé-là, rien, mais je dis bien rien, en tout cas en ce qui concerne le droit, en ce qui concerne une démonstration juridique, personne ne pourra dire dans cette salle que le président Dadis est resté bras croisés et donc n'a rien fait. Il a justement agi, et c'est parce qu'il a agi que l'on a pu poser tout ce qu'on a, que j'ai pu indiquer tout ce qui a été dit ici. Ceci dit, je vais donc passer aux infractions dont la commission impose un acte positif, c'est-à-dire une action de l'agent pénal. En pareil cas, le ministère public, encore une fois, avait l'obligation dans ses réquisitions d'indiquer par une démonstration juridique soutenue les actes matériels de complicité posés par le président. Mais il ne l'a pas fait et ça a été clair parce que clairement il a démissionné. Mais nous ne démissionnons pas. C'est pour ça que je veux attaquer tout de suite l'infraction de complicité de meurtre et d'assassinat. Je rappelle que les personnes poursuivies pour meurtre sont les personnes poursuivies pour meurtre sont le colonel Thiebro, il est poursuivi pour complicité. C'est Cécile Raphaël Haba, Alpha Amadou Baldé, Marcel Guilavogui, Claude Pivi, Moussa Thiebro et autres. La complicité, Monsieur le Président, les autres l'ont déjà défini ici, c'est la participation d'une personne à un crime ou à un délit dont l'auteur principal est une autre personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le complice se définit comme celui qui participe à la faute ou au délit ou au crime commis par une autre personne. Il s'agit donc pour la personne de s'associer au méfait d'un crime commis par une autre personne. Alors, pour que cela soit possible, il faut déjà, premièrement, que le fait punissable soit connu et imputable à une personne bien déterminée. Mais est-ce que, Monsieur le Président, dans cette affaire-là, est-ce qu'il a été démontré que Cécile Raphaël a commis effectivement un meurtre, que Cécile Raphaël a commis effectivement un assassinat? Cela n'a jamais été prouvé
ici. Est-ce qu'il a été démontré devant ce tribunal que Alpha Amadou Baldé a commis un assassinat, que Alpha Amadou Baldé a commis un meurtre? Cela n'a pas été démontré ici. Est-ce qu'il a été démontré devant ce tribunal que Marcel Guilavogui a commis un meurtre, que Marcel Guilavogui a commis un assassinat? Cela n'a pas été non plus prouvé ici. Est-ce qu'il a été démontré que le colonel Moussa Thiebro Camara a connu un meurtre? Est-ce qu'il a été prouvé que le colonel Moussa Thiebro Camara a commis un assassinat? Cela n'a pas été démontré ici. Est-ce qu'il a été démontré que Ibrahima Kamara Di Kalonjo a commis un meurtre, a commis un assassinat? Cela n'a pas été démontré ici. Alors, est-ce qu'il a été commis que monsieur ou le colonel Blaise Guémou, c'est d'ailleurs l'ordonnance de renvoi, et je voudrais profiter pour dire un mot par rapport à cela. Et, Monsieur le Président, dans son cas, le colonel Blaise Goumou n'a même pas été renvoyé devant vous. Mais celui qui a été renvoyé devant vous, c'est bien Blaise Guémou. Guémou n'est pas Goumou. Ça viole totalement les règles civiles. Vous savez, l'un des attributs de la personnalité, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, c'est bien le nom. J'aime bien cela. J'aime en parler parce que c'est important, parce que c'est pesant, parce que ça a des effets juridiques très importants. Le nom est un attribut de la personnalité, comme le domicile, comme la nationalité, comme l'état civil. Le nom, c'est quoi? C'est l'appellation obligatoire d'une personne. Alors ce nom-là, il comprend tant le prénom, tant le nom de famille, que le surnom et le pseudonyme. Alors, à partir du moment où il y a une erreur sur un des éléments composant le nom, il faut rectifier cela et c'est important. Dans le cas présent, Monsieur le Président, l'ordonnance de renvoie devant vous Blaise Guémou, alors que la personne qui est ici, c'est Blaise Goumou. Blaise Goumou n'étant pas Blaise Guémou, vous devrez tirer les conséquences liées à cela. Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, est-ce que dans cette salle d'audience, il a été prouvé contre le colonel Blaise Guémou ou Goumou un assassinat, un meurtre? Non, encore une fois. Le parquet a péché en ne voulant pas démontrer cela. Alors, déjà les personnes présumées auteurs du fait punissable, on ne trouve pas contre elles des éléments de preuve pouvant les impliquer. Comment voulez-vous créer un rattachement avec la personne qui emprunte son crime de ces personnes présumées auteurs pour prouver la complicité? Et ici, les juges d'instruction ont été très clairs. Ils ont même donné les moyens utilisés et ils ont parlé de fourniture d'instruction. Est-ce que ces personnes-là que je venais de citer, Cécile Raphaël Haba, Alpha Amadou Baldé, Moussa Thiebro Camara, Ibrahima Kamara Di Kalonzo, Aboubakar
Sidiki Toumba et Blaise Goumou, est-ce que l'une de ces personnes-là vous a dit ici avoir reçu des instructions du président Dadis? Parce que par instruction, il faut entendre un ordre. Par instruction, il faut entendre une autorité qui vous donne un ordre et qui vous demande d'agir comme tel. Est-ce que le président Moussa Dadis Camara a donné un ordre à Cécile Raphaël pour aller commettre, selon l'ordonnance de renvoi, un meurtre ou un assassinat? Est-ce que Amadou Baldé a indiqué ici avoir reçu un ordre provenant du président Dadis, un ordre auquel il aurait obéi et aurait exécuté? Est-ce que Claude Pivy l'a dit quand il était là? Est-ce que Marcel l'a dit? Est-ce que Moussa Tiebro l'a dit? Est-ce que Ibrahima Kalonzo l'a dit? Est-ce que Aboubakar Toumba l'a dit? Est-ce que Blaise a dit cela? Aucun d'entre eux ne l'a dit. Or, le juge d'instruction s'est appuyé justement sur ce moyen-là qui est la fourniture d'instruction. Ce qui signifie, en termes très faciles, que le président Dadis a ordonné au colonel Thiebro, qu'il a ordonné au colonel Blaise, qu'il a ordonné aux autres accusés d'aller commettre ce meurtre-là. Dans ces conditions, la complicité étant un crime d'emprunt, c'est-à-dire que le complice emprunte sa participation à la commission du fait répréhensible de l'auteur principal, le fait punissable n'étant pas démontré, comment on peut prouver la complicité? Parce que le meurtre, le fait de donner volontairement la mort à autrui, constitue un meurtre. Et le meurtre commis avec préméditation et guet-apens constitue un assassinat. Il faut bien que le parquet réussisse à trouver ce lien de rattachement entre les présumés auteurs et les présumés complices, par le moyen que lui donne l'arrêt, l'ordonnance de renvoi, qui est la provocation et la fourniture d'instruction. Personne ici n'a affirmé avoir été instruit par le président Dadis d'aller d'ailleurs au stade, à plus forte raison, aller tuer des Guinéens. Personne ici n'a affirmé, n'a déclaré avoir reçu des ordres du président Dadis d'aller au stade, à plus forte raison, aller commettre des meurtres qui ont été prémédités et pour lesquels un guet-apens a été monté. Moi, je pense que on ne peut pas retenir le président Dadis pour complice dès lors que ces infractions-là ne sont même pas constituées à l'égard des présumés auteurs principaux, et même si c'était le cas, dès lors qu'il n'a pas été prouvé ici qu'il a effectivement donné des instructions, des ordres, qu'il a provoqué donc ces morts, qu'il a provoqué ces assassinats, vous ne pouvez pas retenir le président Dadis des liens de la prévention pour crimes de meurtre et d'assassinat constitués à son égard. Alors, c'est très clair, c'est très très clair, on ne peut pas donc retenir de ce fait-là le président Moussa Dadis Camara de complicité de commission de ces infractions. Je pense que sur ce point-là, le parquet sera renvoyé à mieux se pourvoir. Je pense que sur ce point-là,
vous acquitterez le président Dadis. Vous l'acquitterez tout simplement des infractions de meurtre et d'assassinat. Le deuxième chef d'infraction qui est reproché au président Dadis est l'enlèvement, la torture et la séquestration. Enlever, c'est quoi? Enlever, c'est déplacer une personne d'un point à un autre point. Alors, l'article 303 est très clair là-dessus. L'article 303 du Code pénal, Monsieur le Président, est très clair là-dessus. Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne est puni de la réclusion de 10 ans à 15 ans. Le fait sans ordre d'arrêter tel. Ici, quelles sont les personnes qui sont poursuivies pour enlèvement? C'est encore enlèvement, torture et séquestration. C'est Paul Mansa Guilavogui, poursuivi pour torture, enlèvement et séquestration. C'est le colonel Moussa Tibro Kamara. C'est le colonel Claude Pivi. C'est le commandant Marcel Guilavogui. Sur la torture, je ne vais pas durer là-dessus, puisque je vous ai déjà dit qu'en 1998, la torture n'était pas prévue par nos lois. Alors, la règle, nul homme, crimen, sine lege, nul crime, nulle peine sans test de loi, étant violée, là, on ne peut pas poursuivre quelqu'un pour séquestration. Mais à supposer même que l'on veille poursuivre quelqu'un pour séquestration, mais il faut bien créer le lien entre cette personne présumée auteur de la torture et le complice. Est-ce que le président Dadis, un seul instant, a provoqué l'enlèvement, la séquestration et la détention d'une personne? Les personnes poursuivies ne l'ont jamais dit. Marcel Paul Mansa Guilavogui n'a jamais dit ici avoir torturé ou avoir été aidé par provocation ou insurrection, c'est-à-dire désordre reçu, que le président Dadis lui ait demandé de torturer une personne. Le colonel Thiebro a été très clair ici, on va revenir tout le temps là-dessus, puisque c'est pédagogique. Le président Dadis ne lui a jamais demandé d'aller au stade. Rien n'a été démontré contre lui, ici, parlant d'enlèvement. Personne n'a pu prouver l'existence des conteneurs dont on a parlé. Je me rappelle, lorsque un des confrères était passé, je lui avais demandé s'il avait vu. Il m'a dit qu'il était resté loin, qu'il entendait des voix et qu'après ses parents sont venus lui dire que ces conteneurs étaient là et que des gens étaient séquestrés. Cela ne peut pas constituer une preuve, en tout cas en matière criminelle. Quel était le rôle du parquet? Le rôle du parquet était justement de démontrer l'aide que le président Dadis a apportée par provocation, les ordres, les instructions qui ont été données
et ont été reçus, et l'obéissance passive que ces personnes-là ont eue pour lui. Alors, à partir de là, Monsieur le Président, vous pouvez comprendre en réalité que sur la question de complicité d'enlèvement, sur la question de complicité de torture, sur la question de complicité de séquestration, l'article 303 non seulement ne s'applique pas, ne peut avoir application, mais ce qui est plus important par rapport au président Dadis, l'article 19, les articles 19 et 20 ne peuvent pas s'appliquer, encore une fois, parce qu'aucun rattachement n'a été fait s'agissant de la fourniture de ces moyens-là, s'agissant de la fourniture d'insurction, s'agissant de la provocation. Le troisième chef d'inculpation, Monsieur le Président, c'est bien les coups et blessures. Les coups et blessures pour lesquels on prétend encore que le président Moussa Dadis Camara a été complice. Alors, Monsieur le Président, lorsque on demande à un chef d'État d'avoir fourni des ordres, lorsque on dit qu'un chef d'État a fourni des instructions pour blesser ses citoyens, pour leur donner des coups, il y a problème. Il y a problème. Même lorsqu'on est accusateur, comment peut-on penser que cela peut être vrai? Toujours est-il que les personnes poursuivies, que sont, pour coups et blessures et violences volontaires, que sont Marcel Guilavogui, Blaise Goumou, Ibrahima Kamaradi Kalonzo, Alpha Amadou Balde, Cécile Raphaël Haba, Abdoulaye Sherif Diaby et Aboubakar Siriki, Aboubakar Diakité dit Toumba, n'ont pas encore dit ici avoir reçu des ordres dans ce sens-là. Parce que la spécificité de l'ordonnance de renvoi que nous avons, les juges ont voulu, dans leur motivation, indiquer clairement les actes de complicité qui ont été employés par le présumé complice. Et là encore, en parlant d'actes de complicité, on fait allusion à la provocation, on fait allusion à la fourniture d'instructions. Ce qui signifie que ces personnes-là ont reçu des instructions à l'effet de donner des coups à des Guinéens, ont reçu des instructions à l'effet de blesser des Guinéens, ont reçu des instructions à l'effet de violenter volontairement des Guinéens, nos compatriotes. Est-ce que le président Dadis, pour l'homme qu'on a présenté ici, peut être capable de dire à Marcel d'aller donner des coups? Pensez-vous que le commandant Marcel se serait tu avec son deuxième passage que vous avez connu, si effectivement il avait reçu des ordres du président Dadis? Pensez-vous qu'il se serait tu s'il a été instruit par le président Dadis de donner des coups, de blesser des manifestants? Pensez-vous qu'il se serait tu
et il n'aurait rien dit par rapport à cela, l'atmosphère qui a prévalu ici vous montre clairement que cela n'a pas eu lieu et que le président Dadis n'a donné ni instruction, ni provoqué des coups, des blessures ou des violences volontaires. Parce que s'il avait fait, rassurez-vous, s'il avait fait, le commandant Marcel Guilavogui aurait dit. S'il avait fait, avec l'atmosphère qu'on a connue ici, pendant son deuxième passage, s'il avait fait, le commandant Marcel aurait dit. On pourrait peut-être penser que le colonel Blaise n'aurait pas dit, puisqu'on cherche forcément à créer un rattachement avec lui. Mais nous parlerons de l'affaire de Kaléa. Pensez-vous que s'il avait donné de telles instructions, ceci Raphaël, qui est poursuivi pour des faits de coups, blessures et violences volontaires, se serait tu? Moi, je pense que si déjà le parquet est dans l'impossibilité de démontrer même les faits punissables, de les imputer aux présumées personnes poursuivies pour ces faits, c'est mieux de ne pas s'aventurer sur le terrain de la complicité. Parce que la complicité en tant que crime, infraction d'emprunt, n'est possible que lorsque le fait punissable est déjà imputable à un auteur connu, que lorsque cet auteur connu, dans le cas d'espèces là, où des témoignages sont venus concocter clairement qu'il a effectivement donné des instructions, qu'il a effectivement provoqué ces coups et blessures. Le cinquième chef d'infraction, Monsieur le Président, c'est bien pillage et incendie. Alors, là, j'ai un petit souci. Non pas que je ne comprends pas, mais parce que tout simplement, je me dis qu'on est juste complice de quelqu'un. Mais est-ce qu'on vous a présenté devant ce tribunal-là une personne poursuivie pour pillage et incendie? Dans ce dossier du 28 septembre, il est prévu à la page 42 de l'ordonnance de renvoi et au point 8 que Claude Pivy et Moussa Dadis Camara, je cite, sont poursuivis, ou je lis, d'avoir dans les mêmes circonstances, de lieu et de temps participé en pleine connaissance de cause par provocation aux fournitures, au pillage de marchandises, de biens mobiliers et à l'incendie de magasins, conteneurs et leur contenu. Les deux sont donc poursuivis pour complicité. Qu'on me donne le nom ou les noms. C'est pour ça que de manière pédagogique, j'ai essayé de citer, chaque fois que je parle d'un chef d'infraction, de dire quelles sont les personnes qui sont poursuivies pour ce chef d'infraction. Qu'on me donne le nom, dans cette salle, d'un des accusés poursuivis pour pillage, poursuivi pour incendie de magasins, de conteneurs et de contenus. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En l'absence donc d'un auteur, d'un présumé auteur principal, peut-on parler de complicité? Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, il me semble que non. Et d'ailleurs, je suis heureux que dans votre composition, il y ait un des membres qui ait jugé une affaire dans ce sens-là, au tribunal de première instance de Dixine, où une personne poursuivie
pour meurtre, pour assassinat, avait été condamné par le premier juge de complicité à la fin, alors même qu'il n'y avait pas de personnes poursuivies pour assassinat. Ça a été tellement facile en appel d'obtenir l'infirmation de telles décisions parce qu'on ne peut parler en vérité de complice que parce qu'il y a un auteur principal. Et peu importe que cet auteur-là soit en fuite, le plus important est que cet auteur soit poursuivi au même titre que le complice. Alors si nous voulons parler d'un auteur de pillage, d'un présumé auteur dans le pillage et l'incendie, il faut bien qu'on sache, est-ce que c'est le colonel Diaby? Est-ce que c'est Paul Mansa Guilavogui? Est-ce que c'est Mamadou Aliou? Est-ce que c'est Marcel Guilavogui? Est-ce que c'est le colonel Blaise Goum? Est-ce que c'est le colonel Thiebro? Est-ce que c'est le colonel Kalonzo? Est-ce que c'est Marcel? Je ne veux pas me tromper sur son grade. Est-ce que c'est le commandant Aboubakar Sidiki? Toutes ces personnes-là, aucune d'entre elles n'est poursuivie pour pillage. Aucune d'entre elles n'est poursuivie pour incendie. Malheureusement, le président Dadis et le colonel Pivi sont poursuivis pour complicité de pillage, pour complicité d'incendie en l'absence de cet auteur-là. Je peux juste vous informer que cette décision qui a donc infirmé la décision du tribunal criminel à la cour d'appel ici avait fait l'objet d'un pourvoi en cassation et le pourvoi a été rejeté d'un revers de la main parce qu'aucun juge, aucun professionnel du droit ne peut comprendre, y compris à l'université. On ne peut pas comprendre qu'une personne soit poursuivie pour complicité alors qu'il n'y a aucun auteur. Voilà donc pourquoi, sur les chefs de complicité de pillage et d'incendie, on ne peut pas reprocher au président Dadis telle infraction. Alors, on poursuit le président Dadis pour vol à main armée. Tenir un tel langage, une telle infraction à l'endroit d'un chef d'État qui, quand même, en tant que chef d'État, bénéficie de beaucoup de privilèges. Dire qu'il est complice de vol à main armée est une injure à son égard. Et la meilleure façon, encore une fois, de rabaisser la République. Mais qu'à cela ne tienne, puisque dans ce procès, il y a des personnes qui sont renvoyées devant vous, des personnes qui sont renvoyées devant vous pour vol à main armée. Le colonel Claude Pivi, le commandant Marcel Guilavogui, Alpha Ibrahima Baldé, Cissé Raphaël Abba, Blaise Goumou et Ibrahima Kalonzo. On dit que ces personnes sont poursuivies pour vol à main armée et que le président Dadis est celui-là, chef d'État, qui a provoqué ces vols à main armée.
et que le président Dadis, chef d'État, est celui-là qui a fourni des instructions à ces personnes-là pour aller commettre ce vol à main armée. D'abord, on ne dit pas que le fait punissable, le fait principal, qui est le vol à main armée, est imputable au colonel Claude Pivy, imputable au commandant Marcel Guilavogui, imputable à Amadou, Alpha Amadou Baldé, qui est en fuite, imputable à Cécile Raphaël, imputable à Blaise Goumou, imputable à Ibrahima Kamaradi Kalonzo. Mais on crée un raccourci, parce qu'encore une fois, on veut rabaisser un homme, oubliant qu'en voulant le rabaisser, on rabaisse la République. Qui peut, Monsieur le Président, comprendre, Monsieur le Président, qu'on reproche à un homme d'État qui a tout, on n'aurait alors pas parlé de vol à main armée. À son égard, on aurait parlé de la kleptomanie. La kleptomanie, c'est bien le fait d'avoir tout avec vous et de décider de faire un petit vol. Parce que par rapport à la tenue de ce procès, au vu des débats, qu'est-ce qui a été volé? Par rapport à toutes les parties civiles qui sont passées ici, qui a affirmé que sur le coup des armes, peut-être la nuit ou en pleine journée, que ces personnes-là sont allées soustraire, parce que le vol c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, soustraire ce qui était avec eux, qu'ils soient propriétaires ou non. On peut bien voler un simple détenteur, on peut voler un simple possesseur. Dire que qu'un bien détenu, dire qu'un bien possédé a été volé sur les ordres, puisque le juge d'instruction a encore pris le soin d'indiquer que cela est arrivé par fourniture d'instruction, provocation. J'aurais bien aimé que le commandant Marcel dise ici qu'il a d'abord volé en étant armé, il ne l'a jamais dit, parce qu'il ne l'a jamais fait, parce qu'il ne peut même pas le faire. J'aurais bien aimé qu'il le dise, que j'ai fait, et que indépendamment de cela, qu'il dise ici j'ai fait, c'est parce que le président Dadis a voulu que je le fasse. C'est parce que le président Dadis m'a fourni des armes pour aller pointer ces armes-là sur la tête des gens, le front des gens, et voler. Mais qu'est-ce qui a été volé de tous ces débats-là? Les seules choses liées au vol dont on a parlé ici, c'était des téléphones. C'était quelques personnes qui disent que nous avions des numéraires, tel montant. Pensez-vous vraiment qu'un président, un chef d'État, si ce n'est pour le rabaisser, peut donner des instructions pour que des personnes partent voler, pour que des personnes partent voler des téléphones? Pensez-vous vraiment que le président Dadis puisse se rabaisser jusqu'à ce point? Pensez-vous vraiment qu'il est capable de dire à Ibrahima Kalonzo qui n'a jamais connu, à Blaise Goum qui n'a connu qu'en prison, allez voler des téléphones, allez voler des numéraires? Moi, je comprends la difficulté du parquet.
Et je comprends. C'est pour ça que j'ai commencé par un constat. Le constat de l'abandon par le parquet de ces chefs d'accusation. Parce qu'en réalité, le parquet ne peut pas, quelle que soit la compétence, quelle que soit la bienveillance, quelle que soit la perspicacité des personnes qui le composent, démontrer ces infractions. Alors c'est pour ça qu'il a choisi tout simplement de démissionner, qu'il a choisi tout simplement d'abandonner ces chefs d'infraction, qu'il a choisi plutôt de se rabattre sur une infraction qu'on ne connaît pas ou des infractions qu'on ne connaît pas, sur des infractions pour lesquelles ce tribunal n'est pas saisi. Parce que si vraiment le parquet devrait faire l'effort de prouver déjà l'existence de ces infractions, ce serait bien. On ne demande même pas leur imputabilité. Mais si le parquet réussissait cette question d'imputabilité, ce serait encore très bien fait, ou bien fait. Mais s'il réussissait à faire le lien entre ce fait punissable, son auteur, et la provocation ou les insurrections apportées par le président Dadis, ça aurait été encore impeccable. Mais ce procès est vu partout. Ce procès tient le monde. Ce procès tient tous les Guinéens. Mais dans ce procès, le ministère public n'est pas à mesure d'étayer sa poursuite. Il n'est pas à mesure de les étayer parce que ces poursuites ont été engagées de manière hâtive, parce qu'il n'a pas mieux préparé ce dossier, parce qu'il ne veut pas de manière élégante affirmer publiquement sa défaite. Voilà pourquoi on est donc là. Alors, Monsieur le Président, toutes les infractions qui ont été reprochées au président Dadis, sommes-nous à mesure d'indiquer qu'une seule d'entre elles, en tout cas pour le moment à ce niveau, pourrait être constituée à son égard? Non. Mais il y a la dernière infraction vague, puisque l'ordonnance de renvoi dit simplement ceci. Moussa Dadis Camara, Sambarou Diamankan et Claude Pivy, poursuivis d'avoir, le début c'est en haut, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, procuré illégalement aux recrues des Kaléa, des armes, des munitions, des instruments et autres moyens qui ont servi à la commission des crimes et délits au stade, tout en sachant qu'ils devaient y servir. Mais les faits qu'on ne connaît pas, puisqu'on a tout simplement parlé de crimes et délits, sans citer le nom du crime en question.